Je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition régionale de la mi-journée et voici les titres. Le procès des meurtriers de Kevin et Sofiane, 5e jour à huis clos. Aujourd'hui, la suite de l'examen des personnalités des 12 accusés. Nous retrouverons Aurélie Masset en direct du Palais de Justice dans quelques instants. Et puis, gros plan sur une filière professionnelle méconnue, le CAP et le Bac Pro Hygiène, Propreté, Stérilisation. Nous découvrirons cette formation avec les élèves du lycée professionnel de Fontaine dans l'Isère. Enfin, la météo qui nous réserve une très belle après-midi où soleil et douceur seront au rendez-vous sur toute la région. Les températures sont de 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Profitons-en, il fera 20 degrés en pleine. Mais d'abord, revenons sur la déclaration de l'une des avocates de la partie civile dans le procès de la rixe d'Échirolles. Hier, lors de l'audience à huis clos, l'avocate a révélé avoir été victime de menaces de mort quelques mois avant le procès. Des paroles venues intensifier la tension déjà palpable depuis le début du procès des meurtriers de Kevin et Sofiane. Aujourd'hui, 5e jour de procès devant la cour d'assises de Grenoble où nous retrouvons Aurélie Masset en direct. Alors, ce matin, la Cour poursuit l'examen des personnalités des accusés. Aurélie, c'est ça ? Et oui, Florine, 5e jour de procès. La Cour a déjà examiné les personnalités de 4 des 12 accusés. Elle en est à présent au dossier de Naderman Deli et à celui d'Eraba Diakabi. Eraba Diakabi, 23 ans, habitant du quartier de la Villeneuve. C'est le jeune homme qui aurait apporté une arme à feu dans le parc Maurice Thorez le soir de la rixe mortelle. Une arme dont il a toujours nié s'être servi, comme nous l'explique son avocat, maître Arnaud Lévy-Soussan. Il s'en expliquera le moment venu devant la cour d'assises. Ce qui est établi par le dossier avec certitude, c'est qu'il n'a jamais fait usage de cette arme qui lui a été prise des mains. C'est un pistolet d'alarme qui lui a été prise des mains par l'amie d'une des victimes qui a elle-même essayé de s'en servir. Mais il est établi dans le dossier qu'il est impossible que M. Diakabi ait pu faire usage de cette arme. Voilà pour cette matinée d'audience. Pas de commentaires côté partie civile à ce stade de la journée. Pas de commentaires, mais une information publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Le collectif pour Kevin et Sofiane appelle à un rassemblement le 17 novembre. Rassemblement en leur mémoire, ici même devant le tribunal. C'est en effet le mardi 17 novembre que la Cour commencera à évoquer la personnalité des 2 victimes. Merci Aurélie. Sujet et compte rendu de cette 5e journée ce soir dans notre journal de 19h. À Moirans, promesse tenue pour le Premier ministre. Après les émeutes du 20 octobre dernier, Manuel Valls voulait exprimer son soutien à la population et aux élus. Il sera à Moirans cet après-midi, d'où il fera une déclaration retransmise en direct sur notre site internet alpes.france3.fr dès 16h45. En Savoie, en ce moment, c'est le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche qui est à l'honneur. Une belle opportunité pour les professionnels du tourisme et les grandes enseignes du secteur à quelques semaines de l'ouverture des stations de ski. Cette 12e édition réunit près de 190 exposants qui attendent plus de 12 000 visiteurs jusqu'au 9 novembre. Le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche d'Albertville existe depuis 1993. C'est 190 exposants, c'est 12 000 visiteurs professionnels attendus qui viennent se rencontrer à 6 semaines du démarrage de la saison d'hiver. Donc si vous voulez, c'est un petit peu le rendez-vous des moniteurs avant l'heure. Ensuite, ils vont être pendant 4 mois, chacun bloqué dans leurs établissements. Donc ils viennent préparer les commandes. C'est un vrai salon business, comme j'ai tendance à le dire. Le sommet des affaires au pied des stations, c'est le rôle de ce salon. Gros plan à présent sur une filière professionnelle méconnue, le CAP et le Bac Pro Hygiène, Propreté, Stérilisation. Ces formations souvent boudées par les élèves orientés après la seconde sont pourtant porteuses d'emploi. Exemple avec les élèves du lycée professionnel de Fontaine, près de Grenoble, Xavier Schmitt et Jean-Pierre Rivet. Atelier propreté. 12 heures par semaine, les élèves de CAP s'initient aux techniques de nettoyage. Ils s'exercent sur les différents types de sols, avec toutes sortes de machines et de produits. Cette formation est souvent choisie par défaut. Alors elle cherche à mettre en valeur ses atouts.
c'est une image un peu négative, péjorative de la femme de ménage. Donc ils arrivent là, ils sont déçus parce qu'ils s'attendent à faire autre chose. Surtout que dans le lycée, il y a plein d'autres, on va dire, sections phares. Et nous, on n'est pas vraiment la section la plus valorisée, mais il y a du travail. Et une fois qu'ils ont fait leur premier stage, ils se découvrent pas une passion, mais un intérêt certain. Dans ce lycée professionnel, 45 élèves sur 400 suivent cette filière hygiène, propreté, stérilisation. La formation va du CAP au bac pro et au-delà. Un job dating, un rendez-vous express, est organisé pour la première fois avec des chefs d'entreprise. Il s'agit de décrocher un stage ou une promesse d'embauche. Quand je suis arrivé dans la section et j'ai compris, je vis des intérêts, je vis qu'est-ce que devait avoir un bac, l'importance d'avoir un bac pro en hygiène, propreté, stérilisation. Et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. La propreté intervient dans tous les milieux, hospitaliers, le nucléaire, les bureaux, bien entendu, les immeubles. Et donc à côté de ça, vous avez des métiers qui se sont développés sur la qualité, la sécurité, le respect de l'environnement notamment. Autre facette de la formation, la stérilisation enseignée pour les activités médicales ou agroalimentaires. Selon les professionnels, les métiers de la propreté sont en plein essor. Près de 2000 entreprises en Rhône-Alpes et des centaines d'emplois sont à pourvoir. Elle a ouvert ses portes à 10h ce matin. La foire de Grenoble, c'est parti pour 10 jours sur le site d'Alpexpo. Cette année, le thème choisi met à l'honneur les forains avec comme attraction phare la grande roue installée sur le parvis. Au programme des échanges commerciaux qui devraient booster l'activité des enseignes et un hall d'exposition consacré à la maison, au goût ou aux loisirs. Les organisateurs tablent sur la fréquentation de 90 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires estimé à 16 millions d'euros. On écoute Christophe Comte, directeur commercial. Depuis, on va dire, 7-8 ans, la foire de Grenoble est dans une spirale du déclin. Moins d'exposants, moins de visiteurs, moins d'exposants. Et il est important de revenir dans une spirale du succès, qui est le succès, entraîne le succès dans notre métier. Et donc, de revenir sur ce qui fait l'essence d'une foire, c'est-à-dire un moment familial, un moment où on retrouve des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Et c'était vraiment nécessaire, parce qu'en plus, le marché des foires en France est quand même assez difficile. Et c'était important de prendre des initiatives, de se remettre en question. Et c'est ce qu'on a fait cette année avec les équipes d'Alpexpo. La meilleure bière blanche au monde est française et savoyarde. La blanche de la brasserie du Mont Blanc, fabriquée à la mode Servolex, vient de décrocher la médaille d'or du World Best Beers 2015. Une compétition prestigieuse qui se tient chaque année en Angleterre, terre de connaisseurs. Dernier volet de notre série consacrée à l'innovation énergétique avec ce coup de projecteur sur l'hydroélectricité. Cette technique a été inventée il y a plus d'un siècle à Grenoble et aujourd'hui encore, elle est une source d'inspiration pour les entrepreneurs. Exemple avec 2 concepts innovants, Cédric Picot, Grégory Lespinasse. C'est une petite révolution qui se met en ordre de marche. Dans cet atelier, on fabrique des hydroliennes pour des bateaux de plaisance. L'équipement peut produire de l'électricité à partir d'un très faible courant d'eau. Tout ça grâce à un nouveau type d'alternateur, un système totalement épuré pour une friction réduite au minimum. Exactement, c'est fluide. On arrive à capter peu d'énergie pour faire tourner l'hélice et pour nous produire un maximum d'électricité. L'hydrolienne marine, c'est le premier produit commercialisé sur la base de ce nouveau type d'alternateur. Mais d'autres applications sont en cours de développement. Adapté à la distribution d'eau potable, le système peut produire suffisamment d'énergie pour alimenter les capteurs chargés de surveiller le réseau. S'il n'y avait pas cette technologie, on aurait été obligé soit de tirer des câbles, de mettre de l'énergie fossile, de mettre des batteries à aller recharger régulièrement. Donc on évite toute cette déperdition d'énergie pour gagner sur l'efficacité des réseaux. Et les réseaux, quand on gagne en efficacité, on économise beaucoup d'argent et on économise la ressource en eau. L'alternateur à basse friction capte des courants très faibles jusque-là inexploités. Il les transforme en électricité à consommer localement. Cette technologie de rupture intéresse déjà beaucoup de monde. On a des demandes sur l'irrigation, on a des demandes sur les bouées, on a des demandes le long des fleuves, on a des demandes dans des microcentrales, on a des demandes dans des rivières, dans des refuges. Voilà. Donc
il y a beaucoup d'applications qui sont possibles grâce à ce nouveau type d'alternateur. L'hydroélectricité en mouvement à toutes les échelles, comme avec cette hydrolienne installée sur la Loire à Orléans. Une technologie à axe vertical développée à Grenoble. Cette machine permet de générer du courant au fil de l'eau sans barrage, une innovation particulièrement adaptée aux pays en développement. C'est un marché, le marché fluvial, qui est un marché très disséminé dans le monde, qui se trouve en Europe, qui se trouve un peu en France. Mais nous pensons être à 95% à l'export d'ici dans 3 ou 4 ans, à peu près, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, Indonésie, etc. Nous travaillons déjà sur ces marchés et avons des projets. Facile à construire et à installer, 10 barges comme celle-ci pourraient fournir de l'électricité pour 30 000 personnes. Décliné en version marine, le système à axe vertical serait encore plus performant. Posé au fond des océans, il pourrait exploiter la puissance des grandes marées. Une machine comme ça sera 2 mégawatts. Mais je peux vous donner un exemple. Au large de Cherbourg, vous avez un site qui s'appelle le Raz Blanchard et où on peut faire, avec des machines comme ça, une puissance installée qui équivaut à 3 à 4 centrales nucléaires. Utiliser la force de l'eau pour produire de l'électricité, un principe écologique qui a été mis au point à la fin du 19e siècle en Isère et qui reste aujourd'hui une source d'innovation. Partons en montagne à présent avec notre invité Didier Minelli. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes guide de haute montagne, mais surtout vous êtes le directeur des rencontres du cinéma de montagne qui commenceront le 10 novembre à Grenoble. Alors ce festival, c'est d'abord un voyage aux 4 coins du monde. Quelle est la motivation pour le partager avec les Grenoblois ? L'idée de ce festival, c'est de réunir autour des films des réalisateurs et des protagonistes, donc des athlètes qui seront présents à la fin de chaque film pour nous parler de leurs films, de leurs aventures et de leurs projets. Et c'est de varier aussi les activités, puisqu'on va couvrir, on part de la wingsuit à la slackline, évidemment du ski, de l'alpinisme. Voilà, on essaye de varier. Et un peu, je dirais que le fil conducteur de ces rencontres, c'est les valeurs de la montagne et essentiellement la solidarité et le partage. Alors c'est un festival qui est bien connu des gens de la région, très plébiscité puisque vous attendez près de 20 000 visiteurs, voire plus. Et dans ce millésime 2015, y a-t-il des changements ou des nouveautés à attendre ? Alors oui, deux grosses nouveautés. Donc, la première, c'est que l'événement se recentre à Grenoble, puisqu'on est au Palais des Sports de Grenoble, donc un lieu qui est emblématique du sport et de la montagne. Et donc là, on passe sur une jauge qui est plus importante, donc on est en capacité d'accueillir 4000 personnes. Oui, parce que d'habitude, vous refusiez du monde. Et d'habitude, on refusait du monde. Voilà, l'an dernier, on a refusé un peu plus de 1000 personnes le premier soir. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on passe sur un système payant. Donc on est sur un système payant pour que les gens puissent réserver leur place en amont sur notre site, Grenoble Montagne. Et par là même, pouvoir choisir leur soirée. Et surtout, ça a été fait, c'est une partie des recettes de la billetterie va servir à booster, à développer le programme qu'on a auprès des jeunes, de l'accession aux jeunes à la montagne. Alors justement, vous faites des journées spéciales pour les jeunes, des journées gratuites ? Alors il y a 3 après-midi qui restent gratuites, donc c'est le mercredi après-midi, le vendredi et le samedi qui sont consacrés aux rencontres montagne et sciences. Donc là, c'est le même concept que les rencontres, mais avec un sujet scientifique. Et donc pareil, les scientifiques seront sur place pour expliquer leurs recherches et faire des démonstrations. Et pour échanger. Et pour échanger, et c'est ludique. Ouais. Merci Didier Minelli. Je rappelle que ces 17e rencontres du cinéma de montagne se dérouleront la semaine prochaine, du 10 au 14 novembre, au Palais des Sports de Grenoble. Merci. Merci. C'est le grand déménagement au musée savoisien de Chambéry. Il doit transporter toutes ses œuvres vers un lieu de stockage avant d'entamer des grands travaux de rénovation. 20 000 pièces ont déjà quitté le musée pour être entreposées dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Et le chantier ne fait que commencer. Grégory Lespinasse, Didier Albrand. Une lumière verte anti-UV pour protéger un fond archéologique impressionnant. Des pièces parfois vieilles de plus de 3000 ans qui s'apprêtent à quitter ces lieux. 2012, 4412.1.
Alors on va le mettre dans les réserves archéologiques extérieures parce qu'on doit vider le musée pour pouvoir faire les travaux. Donc ça fait partie de la première étape, le déménagement des collections archéologiques. Et avant de partir, toutes ces pièces doivent être dépoussiérées, puis répertoriées. On appelle cela le récollement, une espèce d'inventaire devenu obligatoire avec la loi sur les musées de 2002. Déjà 20 000 pièces ont été inventoriées sur les 70 000 que compte le musée. Des milliers d'objets en partance vers des réserves plus adaptées. Car du paléolithique au contemporain, ces pièces nécessitent des conditions de conservation très différentes. On a des collections ethnographiques, historiques, photographiques. En fait, on a des collections avec des typologies très très nombreuses. Donc c'est vraiment l'idée de bien les conserver, gagner de la place aussi dans le musée pour pouvoir déployer un nouveau parcours de visite. Et ces futures réserves seront dans des lieux tenus secrets par sécurité. Les 4000 mètres carrés du musée savoisien vont, eux, bénéficier d'un lifting complet pour redonner une jeunesse à cet exceptionnel couvent franciscain du XIIIe siècle. Passons à un autre art, la photographie à travers une leçon de vie, celle de Rodolphe, 31 ans, fauché en pleine jeunesse par l'insouciance et l'inconscience. Un accident de la route l'a rendu tétraplégique en 2002. Aujourd'hui, il témoigne à travers une campagne sur la sécurité routière. Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. Dans sa chambre, son passé de mannequin est omniprésent. Rodolphe a 25 ans lorsqu'il prend la pause. Sportif, le jeune homme voue un culte à son corps. Il fait beaucoup de rugby, il a fait du football américain, il se passionnait pour tout ça, il a fait du ski, il a fait du culturisme. Bon, il aimait bien avoir de beaux pectoraux et abdominaux, enfin toute la suite. Et voilà, c'était quelqu'un qui avait un esprit sportif assez développé. C'est à 31 ans que le destin de Rodolphe bascule. Une soirée entre amis, quelques verres d'alcool et un accident de voiture qui le rendra tétraplégique. Une erreur de jeunesse et aujourd'hui, un cri d'alarme. Je veux absolument que les jeunes dans le promenade, les jeunes arrêtent l'alcool au volant. Je suis d'accord du tout au volant. Qu'on s'en produit. Comment t'appelles le capitaine Souret, il peut pas. Il ramène tout le monde. Montrer plutôt que raconter. Rodolphe est à l'initiative de cette campagne de la sécurité routière. Derrière l'objectif, le même photographe grenoblois qui avait sublimé son corps il y a 20 ans. Ça m'a montré encore combien il est généreux. Et puis, pour moi, il est vraiment un exemple. Il est vraiment un exemple, il est quelqu'un de très fort et il me montre vraiment ce qu'il faut faire. Je le trouve très très positif. Aujourd'hui, Rodolphe se bat pour progresser dans sa rééducation aux côtés de sa mère et d'une auxiliaire de vie qui lui consacre tout leur temps. S'il a souffert dans sa chair, il sait également qu'il n'est pas la seule victime de son accident. Portez bien au malheur que vous avez apporté à vos amis, à votre famille. Ça c'est pire que le pire. Vous vous en trouvez physiquement, mais pensez aux amis, à la famille. Ils vont trouver plus que vous. Voilà, c'est la fin de cette édition.